Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être présents pour cette troisième et dernière conférence French Touch qui va vous présenter comment on travaille au Japon avec la crème de la crème des animateurs français, enfin des professionnels plutôt de l'animation française basés au Japon. On va commencer tout de suite. Présentez-vous, monsieur. Thomas, c'est à toi. Premier slide, s'il vous plaît. Bonjour, mon nom est Thomas et je travaille au Japon depuis maintenant plus de 12 ans. Vous ne me connaissez peut-être pas, mais peut-être vous connaissez certains dessins animés sur lesquels j'ai travaillé. Par exemple, je suis à l'origine d'un dessin animé qui s'appelle Code Lyoko. Est-ce que vous connaissez Code Lyoko? J'ai aussi co-réalisé une série qui s'appelle Oban Star Racers. Vous connaissez Oban Star Racers? Ah. Et ensuite, j'ai également travaillé sur de nombreux animés japonais, dont par exemple parmi les plus récents, un dessin animé qui s'appelle Space Dandy. Et actuellement, je travaille sur Macross Delta qui est en diffusion actuellement au Japon. Yoroshiku onegai shimasu. Allez, on l'applaudit. Slide suivant. Bonjour à tous, moi c'est Dim Hong. Alors je suis comme Thomas, je vis au Japon. Next et, slide. Je suis arrivé en 2002 au Japon et je suis diplômé des Gobelins. C'est une école qui forme à l'animation aussi. Et depuis, j'ai travaillé sur pas mal de séries connues et moins connues, dont certaines, une qui s'appelle Macross Frontières, peut-être que vous connaissez aussi. J'ai été designer aussi en France sur des séries un peu plus pour enfants, donc une série qui s'appelle Martin Mystère, peut-être ça parle aux plus jeunes. Et tout récemment, j'ai pu faire quelques plans sur une série qui s'appelle My Hero Academia, qui a l'air d'être connue en France. Voilà. Merci. Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux. Moi c'est Stanislas Brunet, je vis au Japon aussi depuis 12 ans. J'ai un parcours assez semblable à celui de Thomas Romain. On a travaillé pratiquement sur les mêmes projets. Je suis parti au Japon pour travailler sur Oban Star Racer, peut-être une série dont vous avez entendu parler. Et j'ai aussi travaillé, je suis méca designer et j'ai travaillé sur de nombreuses séries comme Basquash, toujours avec Thomas Romain, et plus récemment Macross Delta, et avant ça des séries comme AKB ou Nobunaga the Fool. Bonjour à tous, moi c'est Vincent Niem, donc je ne suis qu'un jeune et modeste artisan comparé aux illustres noms qui m'accompagnent. Je suis diplômé des Gobelins, donc je suis sorti de l'école en 2011. Et je travaille au Japon depuis 2012, donc sur divers projets, donc aux côtés de Thomas et Stan, en tant que designer décor et chef décorateur couleur. J'ai aussi eu l'occasion de travailler sur Song of the Sea. Est-ce que quelqu'un connaît? Ah ouais, déjà. Et voilà. Et je travaille dernièrement sur Macross Delta aussi. Alors, juste un mot pour me présenter, je m'appelle Frédéric Tout-le-Monde, je ne suis pas de l'animation du tout, moi je travaille dans le manga, donc j'ai été invité à coordonner cet événement, cette exposition French Touch, plutôt pour la partie manga. Le point positif c'est que moi j'y connais rien en animé, donc je vais poser des questions pour tous ceux qui sont comme moi et qui veulent en savoir plus, d'une manière assez simple. Et donc je vais m'adresser à Thomas d'abord. Est-ce que tu pourrais un peu nous déblayer le terrain sur comment ça se passe, le secteur de l'animation au Japon? Oui, tout à fait. Slide suivant. Ok. Donc j'ai préparé quelques graphiques pour vous donner quelques faits sur l'industrie, le secteur de l'animation au Japon. Donc sur ce graphique, vous voyez, c'est pour vous montrer un peu l'ampleur de l'industrie japonaise. Le petit carré en bas à gauche, 260 heures de programme d'animation produit en 2014. Au Japon, sur la même année, 2000 heures d'animation produites, quasiment 10 fois plus. Et le plus fou, c'est qu'en France, la majeure partie de l'animation, donc les dessins d'animation, sont sous-traités à l'étranger. On en fait très peu en France. Alors qu'au Japon, le secteur a réussi à garder sur place l'essentiel de la production. Donc autant vous dire que c'est vraiment un secteur très important. En France, le secteur compte environ 5000 personnes en animation.
les débouchés sont relativement réduits, alors qu'au Japon, c'est peut-être 10 fois plus de personnes, et alors qu'en France, on a peut-être quelques centaines d'animateurs qui travaillent, au Japon, c'est plusieurs milliers, plus de 5000, je pense, entre 5000 et 10 000. Une autre chose, donc à droite aussi, petit comparatif du nombre de films d'animation produits en France en 2014, 6 films, ce qui est quand même pas mal, et c'est vraiment, il y a encore 15 ans, il y en avait même 0. Au Japon, 74 longs métrages d'animation produits en un an seulement, à destination du marché japonais seul. C'est pour vous dire que c'est vraiment un monde à part. On reste sur le même graphique, mais autre fait intéressant, c'est que 90% des studios sont situés à Tokyo. Et encore plus fou, c'est que parmi ces 90% de studios de sociétés d'animation qui sont au Japon, la majeure partie sont situés dans seulement 2 arrondissements de Tokyo. C'est extrêmement concentré, vraiment tout le monde est au même endroit. On vit aussi exactement, nous, dans ces quartiers-là, qui sont les arrondissements de Suginami et de Nerima. On va passer au slide suivant. Voilà, alors, en arrivant au Japon, ce qu'on a découvert, c'est un milieu vraiment très artisanal. Les studios sont des petits studios, on travaille dans des conditions très modestes, les gens sont très humbles. Vous voyez des bureaux d'animateurs, hein, c'est pas le luxe, hein, c'est un peu bordélique. C'est voilà, un peu le cadre de travail. Vous remarquez aussi sur les étagères beaucoup de papier, parce que l'animation japonaise se dessine encore essentiellement sur papier, alors que tous les autres pays du monde sont déjà passés aux techniques numériques. En France, par exemple, toute l'animation se fait sur des palettes graphiques. Et au Japon, on reste encore très papier, pour différentes raisons que je ne vais pas évoquer, mais notamment celles du coût de production, qui doit rester faible pour pouvoir faire en sorte que l'animation soit rentable. On peut passer au slide suivant. Voilà, ça c'est un graphique aussi qui vous montre la progression du nombre de séries au fil des années. Alors la production de séries télévisées a commencé dans les années 60 sur l'impulsion de Osamu Tezuka avec des séries comme Astro Boy, Atomu en japonais. Donc ça a commencé petit, comme ça, 7 séries en 1963, et petit à petit on augmente. Là, on en est 50 ans plus tard, on est à 322 séries produites par an, uniquement pour le marché japonais. Certaines séries, bien sûr, s'exportent grâce à vous, parce qu'il y a un public réceptif dans tous les pays du monde. Mais on ne pense pas à ça quand on produit les séries au Japon. On produit d'abord pour le public japonais. Vous imaginez bien que ce nombre de séries, ça représente une quantité de travail incroyable. Pour chaque série, c'est des centaines de personnes qui travaillent dessus. Donc imaginez le nombre d'animateurs nécessaires pour produire toutes ces séries. C'est vraiment considérable. Et là, on est vraiment dans une période de crise, de surproduction au Japon. Les studios n'arrivent plus à trouver suffisamment d'animateurs pour travailler. Et ça, la conséquence, c'est qu'on peut noter parfois une certaine baisse de qualité parce qu'on n'a plus le temps, les animateurs sont surchargés, on est obligé de faire appel à plus de sous-traitance dans les pays d'Asie comme la Chine et la Corée qui travaillent souvent avec le Japon sur ces séries. Et ça se ressent. Donc vraiment, alors le bon côté, c'est que vraiment il y a du travail, il n'y a pas de chômage. Hein. Alors là, vous pouvez y aller, chômage zéro, les animateurs travaillent tous sur plusieurs séries en même temps. Mais bon, l'inconvénient, c'est que voilà, on va un peu dans le mur. Là, je pense qu'il faut vraiment essayer de calmer un peu, lever le pied de la pédale d'accélérateur si on veut que la production animée continue dans la bonne voie. Dernier petit graphique. Voilà, ça c'est un comparatif de comment entrer dans le secteur de l'animation au Japon. Le comparatif donc entre la France et le Japon. À gauche, vous avez la France. Et vous remarquez que, donc, alors à gauche, le triangle orange, c'est l'école, et le triangle bleu, c'est le milieu professionnel. En France, on va étudier beaucoup plus longtemps. On a des très très bonnes formations qui vont bien former les élèves à un niveau vraiment très élevé, des formations très pointues, et les gens rentrent dans le milieu professionnel assez tard, autour de 24-26 ans, voire plus tard, mais rentrent directement un peu par le haut sur des postes de supervision qui nécessitent de l'expérience qu'ils auront acquis à l'école. Pourquoi ils rentrent sur le haut? Parce qu'en fait, il n'y a pas de bas. Parce que la plupart de la production est délocalisée dans d'autres pays. En France, la production est vraiment sous-traitée de manière massive
Alors pas forcément sur tous les projets, notamment les longs métrages sont encore animés en France, mais beaucoup de séries utilisent la sous-traitance dans les pays de l'Est, en Asie, en Chine. Alors qu'au Japon, on étudie beaucoup moins longtemps. Beaucoup d'animateurs commencent directement après le lycée, rentrent dans les studios ou étudient 1 ou 2 ans dans des écoles spécialisées. Les écoles sont bien moins bonnes, c'est très rudimentaire, mais les gens commencent très tôt dans l'industrie, autour de 18-20 ans, et se forment directement sur le marché professionnel et gravissent les échelons comme ça petit à petit. Donc c'est un système très différent. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Alors, on peut revenir sur le slide précédent, s'il vous plaît. Moi, j'avais quand même une question sur ce slide. Comment vous avez fait pour passer, finalement, vous qui qui êtes formé à la française, passer donc de gauche à droite, du schéma français au schéma japonais pour rentrer sur le marché du travail japonais? Bah, pour ma part, en fait, c'était un petit peu particulier parce que donc je me trouvais un petit peu en haut de l'échelle de la pyramide, là où il y a la France. C'est-à-dire que j'avais une carrière où j'étais designer, où je suis sorti de l'école assez tard, j'ai une formation assez complète. Et j'ai été invité par un japonais à apprendre des techniques japonaises, donc qui m'a enseigné la méthode japonaise de A à Z. C'était qui ce japonais? Monsieur Yasuo Otsuka. Alors, je crois qu'on a une diapo, on peut passer au slide suivant. Voilà, donc c'est en fait, il a donné une masterclass en 2002 avec quelques animateurs triés sur le volet, en fait, une quinzaine d'animateurs dont je faisais partie, dont Thomas faisait partie et quelques autres animateurs. Et il invitait 3 d'entre nous à aller au Japon. Finalement, on a pu y aller à 2. Il nous a formés pendant 1 an. On a eu 3 mois de formation complète sur l'animation à proprement dite. Suite à ça, il nous a proposé de faire ce qu'on appelle de l'intervalle, c'est-à-dire du doga. C'est-à-dire commencer au bas de l'échelle du schéma qu'on a vu précédemment. Donc, ce qui fait que j'ai une formation en fait assez complète et je suis retourné en bas de l'échelle pour essayer de recommencer un peu comme les Japonais, ce qui est un exercice pas forcément évident, mais avec la motivation, ça peut être quelque chose, c'est quelque chose de nécessaire pour comprendre le fonctionnement de l'animation japonaise. Ok. Et toi, Stan, c'est passé comment? Alors, moi, c'était un peu particulier parce que avec Thomas notamment, on avait développé le projet Auban Star Racer en France, qui était une coproduction franco-japonaise, enfin qui s'est révélée à devenir une coproduction franco-japonaise. Et je suis parti travailler directement avec les animateurs, un studio japonais. Et donc, je suis plutôt arrivé par le haut, en fait. J'ai pas eu à gravir les échelons en commençant par le bas. Donc, et ensuite, ma carrière s'est enchaînée et j'ai continué à peu près au même niveau en faisant du design. Je crois qu'il y a des images. Je crois qu'on a des images, hein, voilà. Merci. Ouais, donc on voit Stan là qui travaille. On est arrivé en 2003 au Japon. Ça, c'est une photo de 2003. Stan travaille à son bureau là, dans le quartier d'Ogikubo à Tokyo sur la série. Je crois que Thomas, tu nous as préparé une photo de toi jeune aussi. C'est le prochain slide. Oui, j'ai pas tant changé que ça quand même. 12 ans, il y a 12 ans. T'as mis un bonnet. Ouais, donc j'avais à l'époque 26 ans. Donc je travaillais sur la série Auban Star Racer. On s'est vraiment défoncé. Avec les Japonais, on a essayé de leur montrer que les Français étaient aussi capables de travailler, parce qu'au début ils étaient un peu sceptiques, on n'avait pas forcément une bonne réputation d'emblée, donc on a dû leur montrer de quoi on était fait, et ils ont plutôt apprécié les efforts fournis, et ça nous a permis de continuer à commencer une belle carrière au Japon. Donc moi aussi, un peu comme Stan, j'ai réussi à rentrer par le haut, grâce à ce projet Auban Star Racers, une coproduction franco-japonaise sur laquelle on avait toute la légitimité pour travailler à des postes de supervision. D'accord. Pour toi, Vincent? Alors moi, je suis entré par le stage, comme on dit dans le métier. Je suis rentré un peu par le milieu, en fait. Quand j'étais en 2e année au Gobelin, en 2010, avec 5 autres potes de promo, en fait, on était hyper motivés par l'idée de faire un stage à Tokyo. Donc on a démarché 3 studios, on a envoyé nos candidatures, nos dossiers, et donc on a été pris chacun, donc 2 dans chacun des 3 studios. Moi j'ai été pris donc à Satellite. Donc j'ai fait mon stage sous la direction de Thomas, en layout et design décor.
Et comme ça s'est super bien passé, comme j'avais un profil qui correspondait assez bien à ce qui se faisait en la matière, on a assez vite parlé de la possibilité que je pourrais revenir un jour à Tokyo pour travailler après mon diplôme. Ça s'est fait assez vite en fait, peut-être 6 mois après que j'ai été diplômé. Et voilà. Donc concernant mon poste, en fait, je n'ai pas commencé, contrairement à dit, par le bas de l'échelle. Commencé par un poste de designer, donc c'est un des postes en fait de milieu de chaîne, on va dire, qui est accessible pour des Français. Mais c'est vrai que ça ne correspond pas tout à fait au schéma classique en fait, d'entrer dans le milieu de l'animation japonaise. Il y avait une image, je crois, sur Satellite. Oui. Next slide, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Donc ça, c'est quelques posters des projets sur lesquels Vincent a travaillé à Satellite. Macross Delta, le film de Moletsu et Symphogear. Alors je crois que pour qu'on comprenne un peu mieux comment ça se passe, comment fonctionne un studio d'animation et comment vous trouvez votre place dedans, vous avez vous avez mis en place un schéma assez complet qu'on retrouve dans l'exposition French Touch. Le slide suivant, s'il vous plaît, voilà. Oui, une production d'animation, ça fait intervenir des dizaines, des centaines de personnes. Il y a beaucoup d'étapes différentes, ça demande beaucoup de métiers différents. Donc ça peut être un peu compliqué pour les gens qui débarquent, qui ne connaissent pas bien. Eddie va nous expliquer un petit peu les différentes grandes étapes. Avant tout, donc on va expliquer un petit peu ce schéma qui est assez compliqué. Il se découpe en 3 parties. Donc la pré-production, qui est en fait la phase où on prépare le dessin animé, on récupère les idées, on cherche, on écrit l'histoire, on cherche les designs, on fait appel à des designers, on cherche des designers. C'est une sorte de casting en fait. Comme on fait le casting de son film, on fait le casting de son dessin animé. Donc ça, c'est la phase de pré-production. La phase de production, je vais y revenir après, mais c'est la phase où on fabrique le dessin animé. C'est la phase aussi la plus intéressante en ce qui nous concerne parce que c'est celle qui est la plus accessible pour nous, Français. Et la phase de pré-production qui est celle post-production, pardon, où on assemble tout ce qu'on a fait auparavant, dont le son. Donc la phase de production, donc, qui est la phase où on fabrique l'animation, c'est celle où on peut facilement rentrer, qui requiert le moins de connaissances spécifiques dans le milieu de l'animation. Par exemple, le niveau de japonais demandé est moins élevé que par exemple en pré-production où il faut quand même se faire comprendre pour pouvoir faire comprendre les histoires. En production, on peut arriver avec un niveau moyen et accéder à certains postes relativement facilement. Parmi les postes pour lesquels les Français ou étrangers qui peuvent accéder, on a le poste d'animateur qui est décomposé en deux parties. C'est-à-dire on rentre, si on fait comme je l'ai fait, on rentre par la petite porte, on passe intervalliste, donc on fait d'abord les dessins des animateurs, les dessins clés, c'est-à-dire les dessins intermédiaires des animateurs, et ensuite on peut évoluer. Je dis un mot. Ouais. Pour l'animation, donc on a des dessins principaux, donc une pose comme ça et une pose comme ça. Et les intermédiaires, les intervalles, ce qu'on appelle les intervalles, sont plusieurs dessins entre ces deux poses. Donc les débutants qui commencent par faire les dessins intermédiaires et les grands dessins opposés sont faits par des animateurs plus expérimentés. Ouais, c'est ça. Donc on décompose ces deux étapes, on appelle ça Doga et Genga, c'est-à-dire intervalle et pause clé. Donc c'est deux postes accessibles en tout cas par les étudiants en animation française. Les autres postes sont animateurs 3D. C'est un poste qui est aussi les Japonais sont en demande d'animateurs 3D. Décorateur. Décorateur, c'est un poste relativement facile pour les Français, mais ça, je pense que vous êtes mieux parlé. Oui, peut-être. Parce que Eddie, lui, travaille comme animateur. Ouais. Et moi, plus souvent comme décorateur. Donc c'est effectivement, à Satellite, ça nous arrive plus souvent d'embaucher des décorateurs français, qui est effectivement un poste qui est relativement accessible.
sachant que oui, les postes les plus difficiles auxquels comment dire, les postes les plus difficiles sont ceux où il faut beaucoup communiquer parce qu'on est obligé de communiquer en japonais. Et quand on se situe en bas de chaîne, il suffit de comprendre ce qu'on nous dit et exécuter. Donc être décorateur, sous la supervision d'un chef décorateur, c'est relativement accessible. En plus, on est bien formé pour ça. Une formation académique en France solide nous permet d'accéder à ce poste. C'est ça. Et sinon, pour finir, on a aussi, pour ceux qui ne dessinent pas du tout, il y a aussi il y a moyen de rentrer dans le dessin animé en tant que chargé de production. Chargé de production, c'est un poste qui est un poste d'organisation. Là, par contre, ça requiert un niveau de japonais un peu plus élevé. Une bonne organisation et c'est surtout de la communication. C'est un poste qui va vous amener à rentrer dans les détails aussi de l'animation, mais par une porte différente que le dessin. Que dire de plus Oui. sur le... Est-ce qu'on m'entend? Ouais. Oui. Chargé de production, en fait, pour vous expliquer, c'est un peu la personne qui fait le lien entre tous les postes, c'est-à-dire entre le réalisateur, l'animateur, donc les animateurs clés, les intervallistes, les décorateurs. C'est celle qui communique toutes les informations, qui va de personne à personne pour récupérer les dessins, pour les amener d'un point A à un point B. C'est un travail assez éprouvant, mais qui nécessite pas de savoir dessiner en fait. Il faut être bien organisé, il faut être bon communicant, bien pouvoir parler aux gens, comprendre, être bien organisé. Et donc c'est une porte d'entrée aussi, mais là il faut parler japonais. Donc soit il faut bien dessiner, soit il faut bien parler japonais. Il y a différentes options, mais en tout cas, mais il y a plusieurs voies possibles. L'avantage de chargé de production, ça vous permet aussi de rencontrer tout plein de grands animateurs. Parce que en fait, le travail est assez disséminé au Japon. Les gens travaillent chez eux, pas forcément dans les studios. C'est des petits studios, comme on disait tout à l'heure. Et beaucoup de personnes n'appartiennent pas à des studios, mais travaillent en indépendant. Et le travail de chargé de production est d'aller sonner chez les gens et d'aller chercher parfois les plans directement chez eux. Et ça peut amener à faire des rencontres super intéressantes. Donc ça peut être une idée pour ceux qui ne dessinent pas et qui ont envie quand même de tenter l'aventure dans ce milieu. Je pense que j'ai fait le tour, en tout cas, des postes accessibles pour des Français. Il y en a quelques autres, mais après ça devient un peu plus technique, donc je pense qu'on... Ouais. Ouais. Il y a différentes options, effectivement, c'est des possibilités. Ok, slide suivant. Alors, merci déjà de nous avoir un peu bien éclairé sur comment ça fonctionne dans un studio et quels sont les postes. Vous évoluez vous-même depuis plusieurs années donc au sein de Satellite et puis toi, Eddy, de ton propre studio. Concrètement, ça fait quoi au quotidien de bosser dans l'animation au Japon? Quels sont un peu les points positifs, les points négatifs? Est-ce que vous pouvez en parler? On va commencer par toi, Vincent. Est-ce que tu peux d'abord nous parler des choses qui fâchent, à savoir les points négatifs s'il y en a? Alors tout d'abord, le problème de la langue. Donc il faut savoir, contrairement à la plupart des pays dans lesquels il est possible de s'exporter, pour un animateur français, il ne faut pas compter sur l'anglais. En général, dans un studio, mettons un studio qui a 100 employés, il va peut-être y avoir 2 ou 3 personnes max qui parlent anglais. Donc il est absolument impossible en fait de s'en sortir sans un minimum de japonais. Donc comme mes collègues l'ont dit tout à l'heure, l'exigence en japonais dépend des postes. Il y a des postes qui requerront moins, un japonais plus basique sera tout à fait suffisant. Et donc c'est aussi en fonction de ça que va pouvoir se choisir en fait le premier métier que vous pourrez éventuellement envisager en arrivant au Japon. Deuxième problème, en fait, les salaires. Donc effectivement, il ne faut pas s'attendre à être énormément payé, surtout quand on débute, parce que la plupart des postes en animation sont payés au rendement. C'est-à-dire, par exemple, quand on est intervalliste, on va être payé au dessin. Quand on est animateur, on va être payé au plan. Quand on est designer, on va être payé à la planche de design. Quand on est storyboarder, on va être payé au storyboard produit, etc. etc. Et ce sont des quotas assez hauts qui sont exigés, en fait, puisque la production est assez énorme et les budgets sont assez serrés. Donc il faut être extrêmement efficace pour espérer bien gagner sa vie. C'est-à-dire quand on débute au Japon, en général, on ne peut pas... il faut presque forcément avoir des économies, avoir au moins un coussin de sécurité au niveau financier, sinon c'est assez risqué. Oui, le temps de devenir assez efficace pour pouvoir
hein, c'est une sorte de période de Oui, formation, évidemment. on apprend en même temps, mais il faut avoir un peu d'économie effectivement pour se lancer. Ouais. Voilà, donc c'est une première période qui est toujours difficile, jusqu'à ce qu'effectivement on arrive à avoir des horaires déjà plus tenables physiquement et être financièrement plus sécure. Alors, vous dites que c'est difficile, mais un petit ordre d'idée, ça correspond à quoi un salaire de base dans l'animation pour un débutant? Alors pour un intervalliste par exemple, ça va tourner autour des... Enfin, pour un étudiant français en plus qui n'est pas forcément habitué aux méthodes japonaises, il va peut-être gagner 300 ou 400 euros par mois au début. C'est pas suffisant pour vivre, hein. Et c'est ce Il qui faut est des absolument- aides, soit faut vivre chez ses parents en général, mais c'est très difficile d'en vivre au début. C'est avec l'expérience qu'on finit par aller vite et par en vivre. Mais au début, c'est très compliqué, même pour les Japonais. Petite comment dire, remarque quand même là-dessus, bon, ça c'est quand même valable beaucoup pour les Japonais eux-mêmes. Les Japonais qui commencent vivent en coloc ou vivent encore chez leurs parents. Et quand on vient en tant qu'étranger, les studios sont quand même prêts à faire un effort parce qu'ils savent ce que ça représente de venir à l'étranger, ils savent qu'on n'a pas toutes ces facilités. Donc je pense qu'il y a quand même moyen de négocier. Les studios sont quand même relativement sympas et ouverts. Et Moi, j'ai pas eu ça, hein. t'as pas eu ça. Les choses évoluent, je pense que ils sont peut-être plus en demande aussi maintenant. Et bon, on peut essayer on peut quand même trouver, je pense, de meilleures conditions. Mais effectivement, c'est quand même dur au début, ouais. Donc troisième facteur en fait qui est relativement lié au précédent en fait, au problème de rendement, ce sont les horaires de travail. Donc ça aussi c'est quelque chose qui fait assez peur en général, donc on travaille beaucoup, c'est sûr, surtout au début encore une fois, le temps de vraiment assimiler toutes les difficultés, toutes les subtilités. Faut de pas la- avoir peur de dormir sous sa table. Voilà. Sous sa table. Attends, ça c'est une blague ou c'est la réalité? Non, c'est de pas une dormir blague, hein. sous la table. Non, j'ai vraiment dormi sous ma table plusieurs fois pour finir des plans. Ou sous cette table, hein, ça Ouais. dépend des On personnalités. on enchaîne on enchaîne les jambes des animateurs souvent le matin parce qu'il y en a qui sont épuisés, parce qu'ils ont dormi sur place. Et c'est fréquent, quoi. Très fréquent. Et aussi, comme effectivement les plannings de production sont hyper serrés, il peut arriver en période de rush, en fait, en particulier à la fin de la production d'un épisode ou d'un film, qu'on vous demande de griller vos week-ends, enfin pour vraiment participer à l'effort collectif pour finir. Donc c'est vraiment un milieu qui est très artisanal, où la solidarité est assez importante. Et, être solidaire, en fait, ça permet d'un peu dépasser ce cap, en fait, pouvoir se donner un peu plus pour participer à ce fameux effort collectif. Alors dernier point, rapidement, la méthode de travail. Donc même quand on est un animateur français relativement expérimenté, on perd ses repères quand on arrive au Japon. Les méthodes sont totalement différentes des méthodes françaises, françaises ou occidentales en général. Donc il y a toujours un temps d'adaptation qui est nécessaire, mais qui en même temps est un des points forts, puisqu'il permet d'apprendre une méthode de travail nouvelle, de gagner en efficacité. Donc c'est vraiment hyper intéressant, mais bon, encore une fois, il faut souffrir un peu. Concrètement, sur cette différence de technique, est-ce que vous avez quelques exemples de points sur lesquels vous étiez formé quand vous êtes arrivé au Japon, vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas la manière de travailler, ou ces compétences ne vous étaient pas utiles directement? Par exemple, c'est vraiment dans la recherche de l'efficacité que ça se démarque. Par exemple, quand dans le cas par exemple, de la recherche du travail de décorateur, en France souvent ou dans la production américaine, on demande à plusieurs personnes de faire des recherches, d'aller chercher, faire des dessins, explorer différentes directions et puis choisir ça c'est pas mal, ça non, ça oui. Au Japon on fait jamais ça, on économise le nombre de dessins demandés, on réfléchit bien avant, on demande 1 ou 2 dessins. On n'en fait qu'un, on ne fait pas des recherches, on n'en fait qu'un, on le montre. Si ça ne va pas, on le corrige un peu. En général, ça va quasiment tout de suite, quoi. On est vraiment dans l'efficacité et ça, c'est valable pour tous les postes. Et c'est-à-dire que cette phase de choix en fait, entre différentes pistes, c'est nous-mêmes qui la faisons. En fait. On a une initiative qui est plus développée, donc c'est hyper cool en fait, pour apprendre à se responsabiliser et apprendre à aller à l'essentiel. Le choix se fait au moment de choisir le designer ou la personne avec qui tu travailles. On prend cette personne parce qu'on sait qu'elle va faire un bon travail. On n'a pas besoin de demander à plein de personnes et choisir après ce qui est le mieux. Le choix se fait avant, dans le choix de la personne avec qui on désire travailler. Okay. On a bien compris que les débuts étaient difficiles, qu'on ne mangeait pas à sa faim forcément tous les jours et qu'on dormait surtout pas beaucoup.
Pourtant, vous avez tous les quatre l'air en pleine forme. Il doit bien y avoir un moment où quand même ça commence à se relâcher, et puis surtout des points positifs à travailler dans l'animation au Japon. Alors, des points positifs, il y en a plein, hein. Le premier point que je vois, en fait, c'est qu'il y a une quantité de travail hyper importante, hein. Et en fait, on n'a pas de temps mort. Donc, ça peut être beaucoup de temps passé à travailler, mais c'est aussi qu'on passe d'une production à l'autre. Et donc, on peut se rafraîchir sur un projet après avoir passé du temps sur un premier projet. Et ça, c'est très très cool pour les créateurs, parce que quand on travaille plusieurs mois ou même plusieurs années sur un même projet, on a tendance un petit peu à s'encrouter sur les mêmes choses et à s'endormir. Donc là, il y a une dynamique en fait dans les projets qui fait que si on a un petit peu raté le précédent projet, eh ben, on se refait sur le suivant, et le suivant il tombe 3 mois après, il tombe tout de suite en fait. Il n'y a pas de temps mort. Les opportunités sont nombreuses. Et c'est surtout qu'en passant d'un projet à l'autre, on a la possibilité, comme il y a beaucoup de projets, donc ce que je disais tout à l'heure, on a la possibilité d'avoir une progression de carrière qui est plus importante, plus rapide aussi. C'est-à-dire que si sur un projet, on a juste fait on a eu une petite responsabilité, mais que ça s'est bien passé, le projet suivant, les gens vont nous confier plus de responsabilités, et ainsi de suite. Et comme les projets s'enchaînent rapidement, en quelques années, on peut accéder à un niveau de responsabilité et aussi un niveau de salaire, puisque c'est correspondant, et donc avoir un meilleur cadre de vie. Et donc, quelque part, en fait, si on a du talent, on peut très, très rapidement être assez confortable, en fait, au niveau de la vie et de son travail. Ce qui est très très cool, c'est qu'il y a énormément d'excellents artistes, artisans, des animateurs qui sont qui poussent tous les autres, tous les jeunes, les débutants vers le haut, qui sont en fait des icônes qui servent de référence. Et comme le niveau est très élevé, les gens cherchent à se dépasser, et il y a une sorte d'émulation en fait qui s'installe quand on travaille en collectif comme ça sur les projets. Donc on a tendance à soi-même évoluer très très rapidement. Le public étant aussi un public de connaisseurs, il y a une certaine exigence à avoir, donc on n'a pas trop, on n'a pas trop le choix. Ça pousse vraiment à essayer de se dépasser, et ça c'est plutôt pas mal. Ce qui est pas mal aussi, c'est la relation dans le travail. C'est une chose qui est assez importante au Japon. Comme l'industrie en fait n'a pas beaucoup d'argent, et que les gens en fait se donnent à fond sur les projets en s'investissant vraiment énormément, pour que les artistes ne se sentent pas floués. En fait, tout l'encadrement qui se fait autour des artistes cherche justement à les gratifier en fait du travail qu'ils ont fait pour le projet. Et donc il y a énormément de moments en fait qui sont là pour dire merci aux gens, pour encourager les gens à travailler. Il y a une ambiance en fait qui est assez saine dans le travail, et il n'y a pas de stress relatif à la communication dans le travail. Le stress, il est juste pour la date de rendu, ou pour avoir une qualité importante, une meilleure qualité sur les projets. Et évidemment, en tant qu'étranger, étant français travaillant au Japon, il y a toute la culture japonaise et la vie au Japon qui est aussi quelque chose qui, tous les jours, en fait, apporte des émerveillements. Enfin, on découvre des choses tous les jours, on apprend quelque chose. On est toujours, c'est très agréable en fait de vivre au Japon. Donc, et j'aimerais rajouter quelque chose aussi, c'est que en fait, on a beaucoup parlé du rythme très élevé de travail, mais la vie à Tokyo en particulier est vraiment moins stressante qu'à Paris par exemple. Donc c'est en fait la qualité de vie à Tokyo contrebalance vraiment certains aspects assez durs en fait du travail au niveau horaire, au niveau financier. Enfin c'est quand même assez cool. Ouais, je pense que c'est important d'expliquer un peu l'ambiance qui règne à Tokyo, à savoir que c'est une ville, c'est le poumon économique du Japon, avec énormément d'entreprises, beaucoup d'activités. Travailler énormément au Japon, sur Tokyo, c'est quelque chose de normal, qui est très valorisé, et c'est extrêmement facile de développer des projets en fait, pour peu qu'on ait l'énergie et déjà un peu d'expérience. Donc tout ça n'aide pas à avoir forcément une vie sereine et calme, mais en tout cas une vie bien pleine et dynamique professionnellement. Je pense que vous avez quand même, avec Stan notamment, tu as réussi à motiver peut-être certaines personnes dans l'auditoire.
Est-ce que s'il y a des personnes ici qui ont comme projet de tenter l'aventure de l'animation au Japon, qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme piste? Oui, alors les conseils qu'on pourrait donner pour travailler au Japon. Alors, le premier conseil, ça serait de se connecter sur Internet et de taper fluentsujinconnection.com dans son navigateur, parce qu'on vient de créer justement donc, la communauté de Français travaillant dans l'animation au Japon. On est quoi, une vingtaine à peu près. On est vraiment tous potes. Et la communauté se grandit petit à petit. On a des jeunes qui viennent en stage. On embauche parfois des jeunes talents français. Et on a toujours cherché, moi depuis le début notamment, à proposer des opportunités à des jeunes comme ça qui aimeraient. Donc c'est pour ça que Vincent maintenant travaille avec nous. On a d'autres personnes. Et on voulait un peu concrétiser ça de manière plus formelle. Et on a monté donc, un site web qui s'appelle Fluent Sujin Connection, donc la connexion des Français du Japon, qui est un site qui va vous apporter beaucoup de conseils sur une démarche professionnelle tournée vers le Japon. Donc on peut passer peut-être à l'image suivante. Voilà, donc ça c'est la façon dont se présente le site. On a des articles qui vont présenter un peu l'industrie dans son ensemble, pour voir un petit peu, pour ceux qui désiraient travailler au Japon, voir un peu dans quoi ils vont mettre les pieds. On peut passer encore à l'image suivante. Voilà, là on va avoir un article qui va... Le graphique qu'on a vu tout à l'heure, on n'a pas eu le temps de s'attarder beaucoup, mais là on va le réexpliquer en détail, vous expliquer toutes les étapes de la fabrication d'un dessin animé. Donc ça peut être utile pour évidemment ceux qui chercheraient à faire ces métiers, mais aussi juste aux fans tout simplement, qui sont passionnés d'animation et qui aimeraient savoir un peu pourquoi cet épisode, pourquoi il y a, comment dire, connaître les coulisses pour un peu analyser mieux ce qu'ils voient à l'écran. On a aussi des descriptions de chaque métier en détail, tous les postes et en quoi ils sont différents. On présente certains studios donc, comme les nôtres. Donc, Stan, Vincent et moi travaillons au studio Satellite, qui est désormais, puisqu'on y est, un studio qui est plus ouvert vers les collaborations avec des artistes étrangers et des sociétés étrangères. Eddie a monté son studio il y a 2 ans, il y a Pico Animation. Donc on parle de ces initiatives, de ces sociétés sur ce site. Et on a aussi des articles de conseils sur est-ce qu'on peut faire un stage au Japon. C'est pas forcément évident parce que c'est pas un pays qui a une culture du stage. Donc on explique ça. Certains jeunes français passionnés de manga et d'animation pourraient se dire moi j'ai envie d'y aller le plus vite possible et j'aimerais étudier l'animation là-bas par exemple. Alors est-ce que c'est une bonne idée? Je vous laisse le découvrir en allant sur le site. On donne des conseils sur par exemple un jeune animateur français qui sort d'école. Il veut aller voir les studios japonais, il veut être embauché au Japon, mais alors comment il faut faire, qui contacter, quel portfolio, quel genre de portfolio il faut préparer, qu'est-ce qui va toucher les producteurs japonais, qu'est-ce qui va intéresser les producteurs japonais. Donc c'est tout ce genre de conseils qu'on vous apporte sur ce site. Notre expérience aussi, on s'est nous-mêmes interviewés pour le site, on partage notre expérience qui est parfois, comme la nôtre, très positive. D'autres ont moins bien, certains ont moins bien réussi, donc certains ont eu du mal et ont décidé de rentrer en France, et ils expliquent pourquoi. Donc ça vraiment, c'est à la fois du positif, mais aussi c'est pas que du tout rose. C'est-à-dire qu'on va grâce à la lecture de ce site, vous aurez conscience des obstacles et des différents problèmes qu'on peut rencontrer, donc de manière à mieux vous préparer si c'est vraiment votre choix de carrière, votre choix professionnel. Voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour. Est-ce qu'il nous reste du temps? Très bien, je pense que tous ceux qui souhaiteraient continuer la discussion avec vous pourront le faire via la plateforme Fluent Sujin Connection. On va normalement, alors pour l'instant il est juste comment dire, il n'y a pas encore de zone où on peut interagir, mais on a l'intention de mettre un forum en ligne. On est aussi sur les réseaux sociaux, donc on peut aussi nous contacter par ce biais. Voilà, donc ils sont à l'autre bout du monde, mais ils sont accessibles d'un clic. N'hésitez pas à visiter très régulièrement ce site et à en prendre le maximum d'informations. Je pense qu'on a fait un bon retour de l'envers du décor de l'animation au Japon grâce à vous aujourd'hui.
des informations très précieuses et très rares. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis un énorme merci à la Japan Expo d'avoir organisé ce superbe événement French Touch qui met enfin à l'honneur la création française en animation et en manga et de la plus belle des manières. Encore merci à la Japan et pour ceux qui sont l'année prochaine, à l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci d'être venu, merci. Venez taffer au Japon, c'est cool.